Hello Léo, Salut Pauline. ça va? Ouais, toi. Bien, 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 bien. Merci beaucoup de te joindre à nous. C'est cool. Oui, Oui, c'est cool. plaisir. Euh, J'avais une proposition d'ailleurs, c'est cool que tu sois là un peu plus tôt. Je ne sais pas exactement le nombre de participants qu'il y aura. Je ne sais pas si Ed t'a dit, mais l'idée, notamment d'avoir ta présence, c'était aussi de pouvoir un peu gérer les imprévus en termes de nombre de participants et le nombre de participants du coup au sein de chacune des breakout rooms. Mhm. Euh, donc, deux solutions. Si on doit créer plus de 4 breakout rooms qui sont déjà prévus et pour lesquels on a déjà des facilitateurs, soit moi, je m'occupe d'une cinquième, ce qui veut dire que tu resterais dans la main room, soit l'inverse si tu souhaites et acceptes de modérer la cinquième breakout room. Bah, comme tu veux, moi, il m'avait dit que c'était plus simple que je réponde à la principale pour rediriger les gens si besoin. Mais Faisons ça pas de alors. problème. J'espère juste, en croisant les doigts, que je trouverai le moyen de me mettre dans la cinquième ou c'est toi qui devras. Désolée, j'ai pas le. Bah, si t'es host, tu peux directement aller toi-même tu peux rejoindre la salle. Il n'y a pas de problème. Ok, bon, bah, très bien alors, faisons ça. Je te laisserai rester dans la main alors. Ouais. Par contre, il faudra que tu me mettes co-host. Attends, je fais ça maintenant. Paf. Voilà. Ok. Top. Il y a déjà deux personnes dans la waiting room. Je ne sais. Ah, nous, elle est pas. C'est marrant. Elle était juste dans la session d'avant. Tu y étais aussi d'ailleurs? Ou Ouais, pas. j'ai suivi le début, ouais. D'accord. Enfin, une demi-heure Juste avant. avant d'aller dans la breakout room, ouais, ils avaient un peu de retard, je crois. Ok, ok. Bon, bah écoute, on commence dans une douzaine de minutes. T'as pu aller dans quelques sessions, non, hier aussi, j'ai vu. Ouais, j'en ai fait deux, trois. Bah, j'ai suivi une bonne partie. C'était hyper intéressant. T'as vu lesquelles? T'as été témoin desquelles? J'ai fait Learning for Sustainability avec l'équipe là, de Manish, Alan. Transitions in Higher Education, this one. Avec Mani. Oui, pardon. Oui, oui, celle-là. Et le matin, Learning for Sustainability, qui était aussi hyper intéressant. J'ai adoré Et Transitions in Higher Education. ouais, Et c'était assez provoque dans sa pensée. ouais, Bien de aimé. ouf. Mm. Et j'ai fait aussi une grosse partie de community facilitators, parce que j'avais participé à plusieurs sessions pendant janvier. Donc Ah oui, d'accord. C'était bien celle-ci ou pas? J'ai pas ouais, assisté. c'était pas mal. Il y avait combien de Ouais, il y participants? avait au moins une quarantaine. 30, ouais, Ah, 30, trop 40, cool. Super, je super, super. crois. Ça marche. Attends, j'envoie un petit message aux speakers. Juste- Rappelle-moi juste le déroulé de la session, là. C'est comme celle d'avant, c'est-à-dire qu'il y a présentation, il y a Ouais, les speakers ouais, qui expliquent un peu leur projet, et puis après des backup runs pour. exactement. En fait, D'accord. tu vas avoir une introduction de quelques minutes de la part de François. Ensuite, en autre partie d'introduction, une intervention d'Olivier qui va expliquer un peu les prémices du cercle, notamment le rapport de la commission UNICEF, D'accord. OMS UNICEF Lancet. Ensuite, tu as un panorama de 4 jeunes engagés qui vont partager en 5-6 minutes chacun leurs expériences d'engagement. Ensuite, tu as un quart d'heure d'intervention de la ville de Paris, Ok, qui est trop un bien. des partenaires clés du cercle. Et ensuite, les breakout rooms en 20 minutes et après on ferme. Ça Voilà, marche. voilà, voilà. C'est la première session du cercle. On va voir comment ça fonctionne. L'idée, c'est un peu de récolter ouais, les premiers outils, les premières réflexions du cercle pour qu'on puisse Hmm. passer un peu plus tard. Open Community, ah, voilà, c'est Julie. Je la fais rentrer du coup. Elle aurait pu se renommer. Alors, salut Julie. Coucou, Je je me vais me demandais renommer. je me demandais qui était OpenCo.
Pardon, c'est mon ordi de taf, du coup, voilà. Tu as bien fait de m'écrire un petit mail, c'est parfait. C'est parfait. Ça va? Ouais, super, et toi? Mais bien. Tu es encore en Dordogne? Non, je suis de retour à Paris, mais je repars dans 3 jours et je bouge, quoi. Donc, c'est très bien. Ça bouge depuis le télétravail, hein. C'est cool. Ouais, de ouf. Je te présente Léo. Je ne sais pas si Léo, tu veux te présenter rapidement aussi. Oui, si tu veux. Bonjour. Je travaille au CRI aussi et je conçois des modules de formation pour former les étudiants à appréhender les enjeux de durabilité à différents niveaux, en licence, master et puis pour tout le public. Et je m'occupe aussi de la gestion un peu durable de nos activités et donc du campus avec la mise en place de tout un tas de mesures de gestion énergétique, de sensibilisation, d'éthique d'achat. Voilà. Trop bien. Trop cool. Bah, bravo pour ça. J'envoie un petit message à Léna et Florent. Ah, la COP2 est là. Ça y est, je l'ai vu. Ah, trop bien, c'est qui de la COP2? Florent. Ah! C'est un des intervenants que tu dois, j'imagine, connaître du coup. Tu as l'air de... Ouais, je le connais. On avait organisé une table ronde avec eux. J'avais relu le manifeste de l'accord de Grenoble. Ah, On trop bien. avait donné un coup de main là-dessus. Trop cool. Alors, connecting to audio. Hop. Je ne sais pas si Léna avait dit la dernière fois qu'elle serait un peu en retard, mais elle devrait arriver. Pareil pour... Alors oui, petite... Salut Florent. Salut, Ça va? Salut, Florent. bien et vous? Bien, merci. Hyper corpo, j'adore. Hein? Hyper corpo avec le fond COP2. Oui, là, j'allais justement dire que n'y a que toi qui as pensé au fond un peu bizarre. Non, c'est surtout que on avait fait ça pour l'événement et là je suis chez mes parents dans ma chambre d'enfant avec toute la déco qui va bien dans le fond, donc je cache tout ça avec le fond. Comment? Léo vient de me dire que vous vous connaissiez un peu quand même d'un événement passé. Oui, tout à fait. Et pareil avec Julie d'ailleurs, non? Julie, tu me disais que vous vous connaissiez aussi la dernière fois. Ouais. Je suis partout. Non, pas du tout. Ouais, vous êtes tous les trois là, c'est super. Je sais, alors je vais attendre que Léna puisse nous entendre. Bonjour Léna, tu nous entends? Oui, bonjour. Ça va? Bien, très bien, merci. Super. Bienvenue, super, merci à tous les trois d'avoir rejoint la session un peu plus tôt. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, petite update que je n'ai pas pu partager avec vous jusqu'à maintenant, c'est qu'on aura une 4e intervenante jeune qui s'appelle Stacy, qui est fondatrice d'une organisation qui s'appelle Penser l'après et qui travaille aussi avec un nouveau projet d'Ashoka France qui s'appelle Ta voix compte. Et donc, elle passera en 4e position après Florent. Voilà. Et elle nous rejoindra un peu plus tard pendant la session parce qu'elle finit un meeting. Là. Voilà, vous savez tout. Vous avez des questions pour la session? On est tous OK? Oui, ça va pour moi. Okay. Super. Ah, Léna aussi a un fond d'écran spécifique et pro. Parfait. Merci. Parfait. Ça va, tu es en Afrique du Sud, c'est ça encore, hein? Léna? Ah, on ne t'entend plus. Alors, vous me suivez? Ah oui. Ça y est, oui, je disais que je suis en Afrique du Sud. Super. Oui. Je vais juste mettre un petit message à tout le monde dans la waiting room. Bonjour à tous. Pauline, tu es en Inde toujours? Oui, Mais j'aimerais vous faire savoir que peut-être que je peux avoir un peu de problème de connectivité. Donc, s'il faut que je dois muter ma vidéo, je vais le faire. Non, ça va, on t'entend bien. On t'entend bien. Pour le moment, c'est clair. On te dit s'il y a des soucis. D'accord. Merci de nous avoir rejoints.
commencerons la session dans 5 minutes. OK, waiting room. Et Pauline, Oui. on est bien d'accord qu'après 11h45, on n'est pas obligé de rester pour la suite? Ou Pas c'est obligé. mieux? Ce serait super que tu puisses rester. Ouais. Mais j'ai un train, j'avoue que je risque de pouvoir un peu avant la fin. OK, pas de problème, pas de problème. Merci de m'en informer. Du coup, ouais, avant que je vous distribue dans les salles, tu peux te déconnecter comme tu On le fera souhaites. ça. Super. Merci. Merci à toi. Je vais écrire un petit message. À notre amie Elsa. Moi également, je suis en déménagement, donc je suis en train de... Je vais voir quelqu'un avant qu'on nous commence. Léna, on ne t'entend pas très. Ta voix n'est pas très claire. Je ne sais pas si c'est parce que tu es un peu loin de l'écran. Ah, là, on ne t'entend plus du tout. Allô? Oui. Je disais que je suis en train de déménager, donc il y a des choses qui viennent. Dès que je fais ma présentation, je vais partir parce que je ne pourrais pas rester pendant longtemps. Pas de problème. Tu es la deuxième à passer, donc je pense que vers 11h30, tu devrais pouvoir partir si tu as d'autres occupations après. C'est moi ou vous aussi, vous ne l'entendez pas très bien, Léna? On t'entend un petit peu loin. Je ne sais pas ce que je vais faire. Peut-être que je dois me déconnecter pour encore. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Vous me suivez? On t'entend, mais c'est toujours pas très très clair en termes de voix. Pour que tout le monde puisse bien t'entendre, de bien articuler, et ça devrait aller. Ça devrait aller. Hop. Je vais admettre Marine et je vais... Hop. Olivier est là. Vanina est là. OK. Bonjour Marine. Bonjour tout le monde. Bonjour Olivier, ça va? Ça va, on sort de la session Youth Empowerment anglophone. Oui, j'ai cru comprendre que les breakout rooms étaient un peu short en termes de temps, non? À la fin de la session. Beaucoup de belles interventions. Oui, j'ai vu les interventions des participants avant. Super. Bonjour Vanina. Bonjour Pauline, bonjour tout le monde. Ça va? Très bien, et vous? Super, super. Merci d'être avec nous. Il est 11h chez vous, 11h en France. Je vais ouvrir la waiting room dans 1 minute et puis on peut tranquillement démarrer. Il y a des éléments d'introduction, le temps que tout le monde nous rejoigne. Olivier, tu n'es pas loin de François Il va nous rejoindre d'un instant à l'autre. Il était aussi dans la session internationale. Ah, d'accord. Mais il a prévu de dire quelques mots, oui, en introduction. Oui, c'est prévu. S'il n'est pas là, je ferai l'introduction dans un autre sens, si tu veux, parce que j'ai 2-3 mots à dire sur CAP 2030, si vous voulez bien. Ah bah, parfait, nickel. Et je viens d'envoyer un mail à Elsa aussi, qui est donc co-modératrice avec moi. Mais dans tous les cas, Regarde si François n'est pas dans la waiting room, parce que c'est passé dans la session précédente. Non, pas encore. Bon, ben, merci à chacun d'entre vous d'être avec nous aujourd'hui. Yes, tout à fait. Voilà. Hop. Je vais ouvrir la waiting room. C'est parti. Bonjour tout le monde.
Bonjour à tout le monde. Merci de nous rejoindre. On attend encore 1 ou 2 minutes que tout le monde nous rejoigne. Et on va commencer. Bienvenue à la première session du Cercle Youth Empowerment Francophonie. Merci à tout le monde de nous rejoindre aujourd'hui. Et ça va être une super session avec vous tous. On attend encore... Ah, voilà François, super. Et on va commencer rapidement avec quelques mots d'introduction. N'hésitez pas à vous renommer de manière qu'on puisse voir non seulement votre prénom, mais aussi votre organisation, puisque la plupart d'entre vous sont associés à une organisation de jeunesse ou à d'autres organisations des paysages francophones. Je fais de même maintenant. Voilà, Elsa, c'est parfait, on est au complet. Super. Et n'hésitez pas aussi, alors quelques notes avant de commencer, n'hésitez pas à utiliser le chat pour tout élément de réflexion que vous voudriez ajouter aux interventions qu'on va entendre pendant cette session. Bien sûr, on sauvegarde le chat et aussi une autre remarque importante, c'est que les notes de cette session sont prises par notre équipe, notamment par Inès. Bonjour Inès, qui prendra des notes complètes de la session et qui vous seront partagées après la session. Donc, vous pouvez vous concentrer sur l'écoute de nos intervenants aujourd'hui. Merci à tout le monde de nous rejoindre. On va commencer du coup avec quelques éléments d'introduction sur le Cercle Youth Empowerment Francophonie. Rapidement, nous nous situons dans le cadre de l'Assemblée Learning Planet, qui est un des 2 rendez-vous clés et phares de Learning Planet avec le festival Learning Planet en janvier. Et hier et aujourd'hui, sur ces 2 jours-là, nous avons et nous aurons des sessions plénières, des cercles thématiques, des moments de rencontre et notamment un atelier clé de co-design du festival 2022 qui aura lieu cet après-midi. N'hésitez pas à nous rejoindre si vous le souhaitez. Quelques éléments d'introduction sur ce cercle thématique en particulier. Les prémices de ce cercle se situent au cœur d'un rapport qui a été publié l'année dernière, en février 2020, qui s'appelle « Un avenir pour les enfants du monde » par la commission OMS-UNICEF Lancet. Je laisserai Olivier en dire davantage lors de son intervention d'introduction dans quelques minutes. Et nous avions finalement déjà créé le cercle Youth Empowerment au niveau international. Ça fait déjà 2-3 mois qu'on a initié ce cercle-là. La 4e session du cercle au niveau international a eu lieu juste avant celle-ci au cœur de l'Assemblée. Et cette session, ce cercle aujourd'hui, est la déclinaison francophone de ce cercle international. Les objectifs clés de chaque cercle, c'est d'échanger, d'apprendre les uns les autres, de créer vraiment cet espace de discussion, de mettre en relation, notamment quand on parle de Youth Empowerment, de mettre en relation les jeunes et les organisations de jeunesse avec les organisations upper ground et les décideurs, et enfin agir et pouvoir être capable de non seulement connaître les initiatives les uns des autres, mais aussi de pouvoir co-créer de nouvelles initiatives ensemble. Voilà, donc c'est une petite introduction du cercle de la session qui nous rassemble aujourd'hui. Je m'appelle Pauline, je suis Community Engagement Manager pour Learning Planet et j'ai l'honneur de co-modérer cette session avec Elsa. Elsa, est-ce que tu nous entends ? Oui, je t'entends et je rougis, Pauline, en fait, quand tu parles d'honneur. C'est moi qui suis très honorée de partager ce moment avec vous, avec toi. Donc, non, je me réjouis. Merci beaucoup. Et moi aussi, impatiente de toutes ces interventions. Quelques petits mots sur Elsa. Tu as travaillé dans le marketing, tu as été journaliste, tu as coordonné la Déclaration des droits de la planète coécrite par 310 enfants il y a peu de temps venant de 10 pays d'Europe, et tu es aujourd'hui la directrice d'Ashoka France. Ashoka France qui d'ailleurs est un des partenaires clés de ce cercle Youth Empowerment Francophonie aux côtés de Learning Planet, Cap 2030 et la ville de Paris qui est aussi présente avec nous aujourd'hui. Elsa, est-ce que je peux te laisser introduire nos 2 premiers intervenants ?
Et par quel mot commencer pour les présenter tous les deux, évidemment, à François Tadei, avec qui j'ai tellement de plaisir et de bonheur à travailler sur des initiatives parallèles dont on discutera aussi, évidemment. François est le créateur du Centre de recherche interdisciplinaire, donc le CRI, qui est à l'origine justement de ce cercle aussi, et de partager toutes ces expériences. Comment résumer François? C'est un peu compliqué quand même. C'est plutôt une source d'inspiration permanente pour toutes les personnes. C'est comme en fait, c'est comme Midas en fait. C'est un peu le Midas quelque part de la co-création sur la jeunesse, François. Quoi qu'il touche, ça se transforme en inspiration et en volonté de cranter plus loin. Et puis évidemment Olivier qui travaille ardemment aussi sur ces thématiques-là et qui nous permet, qui m'a gentiment aussi proposé de pouvoir être avec vous et qui participe concrètement dans la mise en place de ces temps d'échange extrêmement passionnants et dans la détection des sources d'inspiration de ces jeunes, de ces initiatives que nous allons entendre. Donc, je pense que le mieux, plutôt qu'un long discours, c'est de les entendre chacun tous les deux, expliquer en quoi cette initiative, elle est non seulement structurante, inspirante pour nous tous, mais va nous montrer que vivre ensemble, c'est bien, mais faire ensemble, c'est surtout beaucoup mieux. Olivier. Alors, je peux commencer, François, mais on s'était dit que c'est toi qui donnerais un peu l'inspiration générale et que je parlerai plus de CAP 2030. Donc, moi, merci à tous d'abord d'être là. C'est trop sympa et à mon avis, c'est un moment fondateur, en tout cas, je l'espère. Et quand je vois la dynamique qui a déjà commencé à prendre et dont on sort tout juste dans le monde anglophone, je me dis qu'il y a quelque chose d'assez exceptionnel qu'on est en train de vivre. L'esprit de la planète apprenante, c'est que dès que quelqu'un a appris quelque chose, quelqu'un d'autre va pouvoir apprendre plus facilement parce qu'on documente et on partage. Et donc, je vais partager très vite ce qui s'est passé dans le Youth Empowerment Circle en anglais à l'instant. Il y avait des jeunes speakers du monde entier époustouflants dans leur énergie, leur enthousiasme, leur capacité à faire des choses sur leur territoire ou à se mettre en réseau déjà à travers un certain nombre de pays, voire à travers toute la planète. Il y avait certains d'entre eux ont dit à quel point il était important de co-designer entre générations. Donc, ce n'est pas des jeunes qui disent qu'ils ne veulent pas du tout entendre les autres, et une partie des plus âgés ont dit à quel point ils étaient heureux aussi de pouvoir être dans un lieu dans lequel on pouvait travailler ensemble et enfin entendre la parole des jeunes, parce qu'il y a énormément de réunions où on parle de jeunesse sans donner la parole aux jeunes. Donc, on va très vite essayer de corriger ça ici. Mais juste pour résumer ce que j'ai entendu, par exemple, d'assez remarquable, à Amsterdam, ils ont un maire qui est un jeune et qui disait que lui, il aimerait qu'il y ait un ministre de la jeunesse qui soit un jeune, ce qui n'est pas tout à fait le cas chez nous. Et on est allé un peu plus loin en se disant, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un secrétaire général des Nations Unies qui serait un jeune, et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le faire à toutes les échelles et dans toutes les organisations? Donc ça, c'est en particulier toutes celles qui ont un rapport avec la jeunesse, mais aujourd'hui, la jeunesse s'intéresse à tous les sujets et tous les sujets la concernent. Donc je pense que ça devrait être dans toutes les organisations. Donc ça, c'était une première question. La deuxième question qui m'a marqué, c'était le besoin de plateforme, parce qu'en fait, quand on a des jeunes qui sont là, des fois, c'est juste ce qu'en anglais on appelle du tokenisme, ou en fait juste un alibi. Et comment est-ce qu'on fait pour que ces jeunes qui représentent leur génération la représentent vraiment? Ça veut dire qu'il faut arriver à trouver des méthodes de démocratie participative et représentative qui soient pertinentes. Et ce qu'on a évoqué juste à la fin, c'est qu'on commence au niveau international, il y a tout un tas de gens qui développent ce qu'on appelle des civic tech, des outils de démocratie participative, technologies très ouvertes, open source, qui permettent par exemple de faire remonter les priorités d'une communauté et de les hiérarchiser, et éventuellement de se regrouper autour de ces priorités pour les travailler et proposer des projets concrets. Et donc ce genre d'outils, si on les combine, on voit bien que ça peut créer des dynamiques hyper intéressantes. Et la question, c'est essayer de les adapter à la jeunesse et en fait de co-designer ces outils, ces plateformes avec les plus jeunes pour essayer de voir ce qui pourrait être imaginé tous ensemble. Donc ça, pour moi, c'est ça l'introduction que je voulais faire, parce que je ne sais pas si on partira probablement dans d'autres directions, mais si on peut converger progressivement vers ce genre de choses,
Pour donner juste un mot de plus sur l'équipe Learning Planet, que je remercie au passage pour tout ce qu'ils ont fait pour organiser tout ça, et également une partie de l'équipe du CRI, un d'entre eux qui est notre Chief Data Officer qui développe les intelligences artificielles du CRI, dont on pourra reparler tout à l'heure si vous voulez. Il développe un GPS de la connaissance et bientôt un GPS des rêves. Il a dit que lui, il voudrait être interne, il voudrait être stagiaire de jeunes qui lui donnent quelque chose à coder qui puisse servir à cette génération pour s'émanciper et être capable de contribuer. Donc ça, je pense que c'est un peu un point commun de beaucoup d'entre nous ici. Et donc, voilà, je suis super content qu'on soit là. Et puis, je vais laisser Olivier spécifier un petit peu les raisons d'inquiétude d'aujourd'hui, qui est que la jeunesse ne va pas spécialement bien et que les tendances ne sont pas spécialement bonnes, comme nous le dit l'OMS et l'UNICEF, ou un dernier article du New York Times aujourd'hui, ou un article du Monde de la semaine dernière. Donc, il y a vraiment quelque chose à faire. Ce n'est pas une période anodine pour se lancer dans ce genre de situation. Merci François. Moi, j'enchaîne en vous disant quelques mots au nom de l'initiative qui s'appelle Children in All Policies, CAP 2030, qui a été lancée le 21 avril. En fait, il y a un rapport de l'OMS, de l'UNICEF et de l'ANSET, Un avenir pour les enfants du monde, qui a été publié en février 2020, avant que la crise du Covid n'explose réellement. Et déjà à ce moment-là, ce rapport qui est accessible, on va pouvoir vous le mettre en lien, en anglais et en français, dresse un portrait assez catastrophique de toutes les menaces qui pèsent sur la santé des jeunes générations aujourd'hui, avec des menaces classiques, traditionnelles, d'addiction, alcool, drogue, etc., mais toute une flopée d'autres. Alors, il y a les enjeux de l'environnement et du climat qui, dans beaucoup de pays, vont être absolument cruciaux très vite, ou le sont déjà, et puis des campagnes de marketing qui ciblent la jeunesse et qui développent l'obésité, puis tous les sujets d'éco-anxiété. Enfin, en tout cas, le portrait est assez terrible. Et à la fin dans le cadre de ce rapport, les acteurs, UNICEF, OMS et Lancet, appellent à la création d'un mouvement mondial qui fédère des jeunes et des adultes, les jeunes déjà les plus engagés, qui puissent sensibiliser les jeunes moins engagés, qui puissent sensibiliser les adultes pour créer un mouvement mondial vraiment pour réinventer les droits des enfants et les droits des jeunes à l'aune de ces nouveaux défis, pour peut-être réenvisager les objectifs de développement durable, toutes ces grandes politiques à l'aune aussi de ces enjeux, en mettant la jeunesse au cœur. Et donc, cet appel à un mouvement mondial, dès qu'on a lu ça, en fait, on a pris ça au mot. François a appelé Helen Clark, l'ancienne première ministre de Nouvelle-Zélande et directrice de l'UNDP, qui était la présidente de cette commission. On a été en rapport avec Sarah Dalglish, qui parle très bien français, mais qui vient d'avoir un bébé, donc elle ne peut pas se joindre à nous, et d'où ma prise de parole, sinon c'est elle que nous aurions invitée. Et ses équipes sont entièrement anglo-saxonnes, en disant commençons à construire ce mouvement. Donc l'initiative CAP 2030 est née le 21 avril, et dans la foulée, début mai, on crée le cercle Youth Empowerment, parce que le CRI, comme carrefour de rencontres intéressantes, on a vu que sur ces sujets, éducation, santé, climat, droit, on est en contact avec des dizaines et des dizaines d'organisations dans le monde qui font des choses incroyables, mais qui les font en parallèle. Et on l'a vu encore, là on était avec des jeunes d'Inde, il y avait X organisations de jeunesse en Inde qui chacune se battent sur des sujets mais ne se parlent pas. On s'est dit, essayons de créer un espace qui va permettre de mieux connecter les différents mouvements et pour qu'il y ait des échanges et que les uns et les autres apprennent mutuellement. Et on a vu dans toutes les premières sessions de Youth Empowerment que c'est la première demande. On a des personnes, une jeune hongkongaise, Chloé Jazilao, qui nous a dit on est très très bon, moi je m'occupe des enfants handicapés, des adultes handicapés, c'est mon sujet, ma communauté, mais je ne sais pas ce qui se passe sur l'équité homme-femme ou je ne sais pas ce qui se passe sur le climat et ce serait pas mal qu'on se parle davantage, qu'on voit quels sont les liens et comment on est plus fort ensemble. Donc la première raison d'être, c'était celle-ci. Et puis la deuxième raison d'être aussi du cercle, c'est de se dire qu'on a aussi accès, on collabore avec des institutions, on en a cité certaines. CAP 2030 veut créer un Youth Council et a commencé à demander aux jeunes comment est-ce qu'on va faire pour faire un vrai Youth Council, un peu le pendant du jeune maire à Amsterdam. Il y a un maire et un maire jeune, il y a un Youth Council et un conseil. Comment est-ce qu'on fait en sorte que partout, on mette ça en place et à commencer par notre initiative internationale CAP 2030, avoir des jeunes qui nous aident au cœur de chacune des politiques publiques à vraiment la définir. On n'est pas dans la consultation, pas dans la voix des jeunes, mais vraiment dans l'association à la prise de politique publique. Et ça nous semble être intéressant. Et on a la chance d'être en contact avec donc des institutions, mais avec des institutions comme la ville d'Amsterdam ou la ville de Paris qui est présente avec nous aujourd'hui et qui fait un travail absolument formidable. Donc je laisserai Vanina, je crois qu'il y a aussi Margot avec nous en dire plus, mais là, on va bien au-delà du fait d'écouter la voix. On est dans la mise en œuvre de politiques publiques et c'est ce qui va nous intéresser aussi. Je ne veux pas faire plus long, ce n'est pas mon rôle aujourd'hui, mais on a aussi Anouché Carvar, que je salue puisqu'elle nous a rejoint là et qui travaille, elle, sur le travail des enfants,
le travail forcé des enfants, l'esclavage, etc., avec l'ILO, je ne sais plus dire en français, mais avec le gouvernement français et le Bureau international du travail, et qui aussi nous a exprimé le souhait de pouvoir travailler davantage avec des organisations de jeunesse sur ces sujets pour les associer dans la définition des politiques publiques. Et on trouve ça essentiel. Mais maintenant, on va donner la parole à ceux qui importent vraiment dans cette réunion. Et c'est rare qu'on fasse une introduction, mais comme c'est la première réunion du Cercle français, on s'est dit que c'était important. Et je suis content de voir qu'il y a Philippe Jaffé avec nous aussi, par exemple, qui nous a dit qu'il fait des choses incroyables à l'échelle européenne, je crois, et internationale, ou dans le Valais, mais qui nous a dit que quand la ville de Paris fait des choses, c'est pas mal comme exemple aussi. Donc voilà, je vous laisse la parole aux jeunes. Merci beaucoup à tout le monde pour votre participation aujourd'hui. Merci beaucoup, Olivier. Merci aussi à François pour ces éléments d'introduction. Comme le disait Olivier juste maintenant, l'idée de cette première session, c'est vraiment de dresser un panorama de l'état de l'engagement et de l'activisme en France et de voir comment le cercle peut se positionner dans le dialogue et dans l'action pour pouvoir répondre, pour pouvoir optimiser, pour pouvoir maximiser le potentiel des jeunes à prendre un peu plus de place dans ces décisions qui nous concernent tous. Sans plus attendre, je vais inviter les intervenants suivants. J'espère que vous voyez mon écran. Je vais les présenter tous les quatre et puis les laisser un par un s'exprimer sur les sujets du jour. À savoir, chacun de vous est invité à bien sûr vous introduire rapidement ainsi que votre organisation, nous donner quelques éléments sur vos activités d'engagement, d'activisme, les outils que vous utilisez, et puis ensuite réfléchir un peu, prendre du recul un peu sur vos activités et nous dire en quoi est-ce qu'elles ont été efficaces et les limites et les obstacles que vous avez pu rencontrer. On va tout d'abord accueillir Julie Pasquet, qui est présidente de Together for Earth, fondatrice de Up for Europe, ex-vice-présidente du RESEST, Réseau étudiant pour une société écologique et solidaire, et qui termine ses études en double diplôme à Sciences Po Toulouse et Toulouse Business School. Julie, on t'écoute dans 2 minutes, je finis de vous présenter. Ensuite, on accueillera Léna. Léna, elle est membre du comité de direction de Global Student Forum, vice-présidente de l'All African Student Union pour la région Afrique centrale et elle est en ce moment étudiante, doctorante en Afrique du Sud. Merci de nous rejoindre de là-bas, Léna, merci beaucoup. Ensuite, on écoutera Florent, qui est président de la COP2 étudiante et qui suit une formation d'ingénierie énergétique à Grenoble, INP NC-Cube, et un parcours transition écologique à Sciences Po Grenoble. Et enfin, nous aurons Stacy, je crois qu'elle va arriver bientôt, qui est fondatrice de Penser l'après et qui est aussi en lien avec un nouveau projet de Ashoka France, peut-être que Elsa nous en dira un petit peu plus quand Stacy prendra la parole, qui s'appelle donc Ta voix compte. Voilà, donc c'est un super... Ashoka, pardon, je me permets, Pauline, Ashoka et le cri. Et le cri, bah, tu vois, ce sont les débuts de cette superbe initiative collaborative ensemble, et peut-être que ça deviendra finalement des exemples et des succès au sein de ce cercle qui viendront illustrer la collaboration. Donc voilà, Julie, le micro est à toi. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Ravie d'être avec vous. Je ne vais pas me représenter parce que Pauline a déjà fait une belle présentation. Avant de parler plus des engagements concrets et de ce que je fais un peu au quotidien, je voulais savoir si vous connaissez le terme de bascule. Est-ce que, je ne sais pas si vous voulez le dire dans le chat, mais si ce mot résonne en vous et si ça vous dit quelque chose. Moi, en tout cas, c'est un terme assez structurant pour moi et j'avais envie de commencer mon intervention avec ce mot qui est en fait finalement se questionner sur comment on en est arrivé à s'engager. On a tous et toutes des parcours différents, des rencontres différentes, des volontés différentes d'engagement et pourtant, on en est tous là quand même à vouloir chaque jour se lever le matin en se disant je fais quelque chose pour que l'avenir soit meilleur sur des thématiques extrêmement riches et se questionner sur pourquoi et comment, quelles sont les étapes en fait, qui nous ont amenés là. C'est quelque chose d'assez structurant et hyper important, je pense, pour les jeunes aujourd'hui et pour en fait toute la communauté des gens engagés. Donc, je voulais mettre ce terme un petit peu au centre et vous inviter à vous questionner sur vos moments de bascule et qu'est-ce qui a fait que vous en êtes là aujourd'hui.
Et je dis ça parce qu'en discutant avec énormément de jeunes, moi plutôt dans l'écosystème climat, parce que je suis plutôt du coup militante climat depuis quelques années, on se rend compte que ce qui fédère les jeunes et ce qui fédère leur engagement notamment ces moments de bascule, c'est des rencontres et c'est le fait de se connecter et de se mettre en lien. Vous l'avez dit avant, ça a été mentionné, mais je pense que c'est l'une des choses primordiales et c'est en tout cas moi pour mon engagement aussi personnellement qui est fondamental, c'est d'arriver à faire écosystème, de se mettre en lien et travailler finalement en collectif et d'apprendre à le faire parce que c'est pas évident. Et c'est ça la force de cette jeunesse aujourd'hui et en tout cas j'espère la force aussi du mouvement climat en France depuis quelques années et qui va continuer et le faire de plus en plus, c'est d'arriver à se mettre en lien et réussir à co-construire avec des organisations différentes et avec aussi une volonté commune d'aller vers un monde meilleur, si je peux dire. Donc ça, c'était un peu pour mettre en perspective ces notions qui me paraissent hyper importantes. Et moi, personnellement, donc je suis militante depuis quelques années. J'ai travaillé notamment à échelle d'abord locale de Toulouse, où j'ai essayé de réunir des associations, comme j'ai dit, la mise en lien d'associations écologistes à l'échelle d'une ville, à l'échelle locale. Ça, c'est extrêmement précieux, je pense. Ensuite, j'ai travaillé plutôt à échelle européenne, à vouloir comprendre comment les jeunes sur le mouvement climat s'organisent à échelle européenne, quelles sont les différences entre pays. Et mon projet Up for Europe avait pour but de faire un tour d'Europe à travers 16 pays européens pour aller rencontrer les étudiants et les questionner fondamentalement sur qu'est-ce que pour eux est une Europe écologique et sociale. Et de finir ce tour à Bruxelles pour aller en fait porter ces messages auprès des commissaires européens, auprès des parlementaires, pour leur montrer que la jeunesse a une voix, que la jeunesse a besoin de se faire entendre et qu'en fait, on doit aussi co-construire avec eux les politiques publiques de demain pour que l'Europe soit fondamentalement écologique et et réduise les inégalités sociales. Donc ça, c'est un projet qui a été coupé un peu avec le Covid, mais qui a réussi à vivre quand même. Et ça, c'est aussi une chose plutôt positive. Et aujourd'hui, je me suis plus concentrée sur l'échelle nationale. C'était important aussi pour moi de montrer ces différences d'échelle, mais qui sont fondamentales. Et les jeunes arrivent à s'emparer, je trouve, de ces échelles, et ce qui est très, très riche. Et du coup, aujourd'hui, je préside l'association Together for Earth, qui a pour but, encore une fois, de mettre en lien les associations écologistes à échelle locale dans des villes étudiantes françaises, d'aller chercher des étudiants, de les faire travailler ensemble parce qu'on est persuadé que ces collectifs avancent plus vite, et en essayant aussi d'incarner des postures de coopération, d'incarner de l'intelligence collective, parce qu'il y a aussi un énorme enjeu à en fait, incarner le changement dans les manières dans lesquelles on travaille, dans les manières dans lesquelles on co-construit ensemble. Donc ça, on travaille aujourd'hui sur un nouveau projet pour essayer d'inclure les étudiants en DUT et BTS au sein de notre réseau, parce que c'est des étudiants aussi. On a beaucoup d'étudiants de grandes écoles, beaucoup d'étudiants qui ont fait des grandes universités, et on veut aussi aller chercher ces étudiants qui sont en Bac+2 et qui ont leur mot à dire et qui ont besoin de s'exprimer et qui ont envie de le faire, ce qui est assez fondamental. Et je ne suis plus depuis 3 semaines, du coup, vice-présidente du RESES, mais je vais quand même en parler. Du coup, c'est le réseau étudiant pour une société écologique et solidaire qui a pour plaidoyer en fait, d'avoir 100% des étudiants engagés et sensibilisés sur les enjeux environnementaux en France. Donc, on a un plaidoyer fort, on travaille avec les institutions parce qu'on est persuadé que c'est en connaissant ces sujets, en ayant des cours sur le changement climatique, sur la transition écologique, qu'on va pouvoir agir après. On est persuadé qu'on ne peut pas agir sans savoir et sans avoir ces notions, et que c'est fondamental que tous les étudiants et étudiantes aussi aujourd'hui en France aient ce socle commun de base sur ce qui se passe dans notre monde, en fait, tout simplement, d'avoir la conscience de ce qui nous arrive, de ce qui nous arrive en termes climatiques pour pouvoir ensuite agir collectivement et leur donner les clés pour agir et les former sur ces sujets. Donc voilà un petit peu, il y a beaucoup de choses qui se font dans l'écosystème climat français, beaucoup d'associations. Florent, je pense, complétera avec la COP2 parce qu'on travaille beaucoup. Et pour finir, je parlais du coup en commençant de collectif, de mise en lien, et je veux finir aussi sur ça, sur l'importance de faire écosystème, de laisser la place aux jeunes aussi, de créer ces espaces en fait de co-construction, de coopération, parce que c'est en regroupant ces assos, en regroupant ces mouvements qu'on arrivera aussi à faire changer les choses. Et ça, c'était voilà, mon message aujourd'hui. On a vraiment la rage de vivre et on veut le faire en écosystème. Voilà, merci. On a vraiment la rage de vivre et on veut le faire en écosystème. Ça me paraît une très belle manière de conclure. Merci beaucoup, Julie. C'est très impressionnant tout ce que tu fais, très inspirant. Et peut-être que certaines organisations présentes au sein de cette session pourront peut-être revenir vers toi ou te contacter plus tard pour vraiment créer cet écosystème et créer les collaborations au sein du cercle et au-delà. Merci beaucoup, Julie. Nous allons passer à la deuxième intervenante qui est Léna. Léna, est-ce que tu nous entends?
Est-ce que Léna, voilà, je te vois. Léna, la scène est à toi. Tu peux y aller. On ne t'entend pas. Est-ce que tu as changé quelque chose par rapport à tout à l'heure, quand on était ensemble avant l'appel? Malheureusement, Léna, on ne peut pas t'entendre. Est-ce que tu pourrais essayer peut-être avec ton casque audio? Tout à l'heure, ça marchait. Peut-être, Pauline, on peut passer à l'intervenant suivant et inviter Léna à se reconnecter pour être... Voilà. Oui, tout à fait. Bon, Léna, on t'invite à te reconnecter et on te donne la parole juste après Florent. Florent, la parole est à toi. Oui, merci Pauline. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravi de pouvoir être là et de pouvoir dire le peu que j'ai apporté, en tout cas sur l'engagement des jeunes. Effectivement, ça me paraît très important de laisser une place aux jeunes, pas toute la place, parce que toutes les parties de la société ont quelque chose à apporter et la co-construction, l'intelligence collective dont je viens de parler, ça me paraît extrêmement important et sinon fondamental. Moi, mon engagement associatif dans le climat, il est né suite à une angoisse. Je suis arrivé en école d'ingénieur complètement paralysé par le futur, qu'est-ce que je pouvais faire en tant qu'ingénieur, comment je pouvais m'insérer dans un monde en transition, comment je pouvais amener aussi de l'écologie dans la sphère professionnelle et pas que personnelle. Ça m'angoissait vraiment, je trouvais très peu de réponses là-dessus. Et je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'étudiants dans le même cas. Et c'est pour ça que j'ai rejoint la COP d'étudiantes. Ce qu'on fait à la COP d'étudiantes, en fait, c'est qu'on accompagne les établissements d'enseignement supérieur dans la transition écologique, donc que ce soit notamment dans la formation aux jeunes. Julie l'a dit pour le RESES, on en est convaincu aussi à la COP d'étudiantes. Si on forme les jeunes aux enjeux socio-écologiques, si on leur donne les clés pour affronter la crise écologique, et ça permet d'être très efficace, d'aller dans le bon sens, de prendre les bonnes décisions et surtout d'avoir la bonne vision du monde au quotidien quand on quitte le scope de la croissance économique à tout prix et qu'on pense à la croissance socio-écologique à tout prix. Ça peut faire bisounours ce que je dis, mais c'est très important vraiment. Si on forme les jeunes aux enjeux écologiques, ça permet de changer complètement de scope, de paradigme et de faire avancer les choses dans le bon sens. C'est ce qu'on fait à la COP étudiante en accompagnant les établissements, en fait, dans les établissements d'enseignement supérieur, donc universités, écoles de commerce, écoles d'ingénieurs, établissements de sciences politiques, qui veulent travailler avec nous. On crée un espace justement de dialogue entre les jeunes et les autres parties prenantes de l'établissement, donc souvent personnel administratif, personnel non enseignant et puis enseignants-chercheurs de l'établissement. On crée des groupes de travail pour les faire réfléchir sur toutes les questions socio-écologiques dans l'enseignement supérieur. Donc, comment est-ce que vous allez mieux former vos étudiants aux enjeux écologiques? Comment est-ce que vous allez former vos enseignants à enseigner la transition écologique? Parce qu'il y a un enjeu là-dessus aussi. Et puis, sur les campus, comment est-ce qu'on améliore la consommation, les mobilités, etc. Et ça m'a énormément apporté cette expérience en tant que président de la COP d'étudiants parce que je me suis rendu compte que quand on s'est lancé en fait dans ce projet-là, à toute base, c'est 4 étudiants qui, sur un coin de table, se sont dit « Ah, il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on monte ça, ça va être trop chouette, etc. » Et qui sont partis d'un peu nulle part et ne savaient pas trop où on allait. Et aujourd'hui, on a 80 établissements qui travaillent avec nous. Ça fait presque 600 000 étudiants impactés. Donc, on a fait ça en un an, donc on est super content de l'ampleur que ça a pris. Ça dépasse même nos espérances. Et ça montre que quand on fonctionne en intelligence collective et quand on y croit à fond et qu'on ne se met pas de limites, et ça marche. Parce que, grosso modo, on est arrivé, on n'était pas des experts dans l'association, on n'était que des étudiants qui avaient la rage. J'aime bien le mot que Julie a utilisé, la rage, c'est vraiment ça, de faire avancer les choses, de faire évoluer les choses rapidement, dans le bon sens, efficacement, sur ces questions-là. Et donc, on y est allé à fond, on y a mis énormément d'énergie, on a fait ce qui nous semblait le mieux. Et en fait, quand on réfléchit à plusieurs, on pense forcément à tout et on tombe forcément sur la meilleure solution. Et on a fini par apporter quelque chose qui était pertinent, qui convenait aux établissements et surtout qui était nécessaire aux établissements parce que ça a bien marché, ça a pris et qu'au début de l'année, on allait solliciter les établissements. Aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse. Donc, on trouve ça super chouette. Et l'intelligence collective, on se rend compte que c'est quelque chose dont les établissements sont friands aussi. Je pense qu'il y a une bascule qui est en train de se créer. Là encore, un mot que Julie a utilisé, mais voilà. Il y a une bascule qui est en train de se créer et je pense que
au niveau des établissements, en tout cas, les établissements sont aussi de plus en plus demandeurs de la vie des jeunes, de la voix des jeunes. Et ce qui manque souvent, c'est effectivement ces espaces de discussion entre différentes générations, entre des groupes d'intérêts parfois divergents. On ne va pas se mentir, hein, ce que les étudiants aimeraient pour un établissement, ce n'est pas toujours ce que l'administration aimerait pour un établissement. Mais amener simplement ces groupes de discussion en intelligence collective, en horizontalité. Dans nos groupes de travail, on cherche au maximum à sortir de la posture étudiants, administration, enseignants, mais d'être dans une posture adulte, adulte, adulte. Les étudiants ont telle vision de leur établissement, les adultes, les enseignants ont telle vision de leur établissement, etc. Mais on est sur une base d'horizontalité. Chacun amène ce qu'il veut, ce qu'il souhaite, ce qui n'est pas trop négociable, ce sur quoi on peut progresser. Et ça permet d'avancer vite, d'avancer fort. Et l'autre qui me paraît très important, c'est effectivement la co-construction entre tous les acteurs d'un même écosystème. Effectivement, pour ce qui est des associations de jeunes, mais aussi de moins jeunes d'ailleurs, qui travaillent sur la question climatique, la question écologique en France, il y a un énorme travail qui se fait depuis quelques mois, depuis quelques années, sur mettre ces associations en lien, créer énormément de synergies, faire des plaidoyers communs, faire des projets communs, éviter tout le silotage. Et ça permet d'aller beaucoup plus loin. Tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Je ne sais pas si tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va beaucoup plus loin, en tout cas, c'est sûr. Et donc, voilà. Quelques limites qu'on a pu rencontrer quand même, c'est nous, la limite qu'on a rencontrée à la COP des étudiantes, on est dans une démarche de volontariat de la part des établissements, on les accompagne, etc. Donc, on a un pouvoir coercitif qui est très, très faible, sinon inexistant. On ne peut pas dire un établissement s'engage à nos côtés volontairement, qui consacre du temps, etc. Ah, vous n'allez pas assez vite, on va vous faire de la mauvaise pub ou quoi, parce que les établissements qui travaillent avec nous sont déjà souvent ceux qui sont le plus à la pointe sur ces questions-là. Et quelque chose pour compenser ça qui me paraît très important aussi, c'est la pluralité des modes d'action. Nous, à la COP des étudiantes, on est dans une démarche d'accompagnement des établissements, mais à côté, on travaille très étroitement avec des associations qui vont faire plus de pressing peut-être, ou dire aux établissements, ça ne va pas assez vite, ça ne va pas assez loin, etc. Et on n'est pas en compétition avec ces associations-là. Il n'y en a pas une qui a raison et l'autre qui n'a pas raison. Mais tout simplement, la pluralité des modes d'action, c'est très important. Par exemple, j'ai eu la chance d'être observateur à la COP25 en 2019. Et à la COP25, moi, j'ai complètement déchanté en me disant, au niveau international, ça ne va pas du tout assez vite. En tout cas, moi, ce n'est pas du tout le mode d'action qui me convient. Je suis revenu complètement déprimé de là en me disant, on est tous foutus. Et finalement, au niveau local, puis au niveau national, je me suis rendu compte que j'y trouvais plus ma satisfaction sur comment on pouvait fonctionner, ce que je pouvais apporter, etc. Mais pour autant, les COP internationales, ça me paraît nécessaire aussi. Et voilà, la pluralité des modes d'action, c'est travailler avec tous les acteurs, c'est travailler avec tous les processus coercitifs, accompagnement, etc. Et puis, c'est travailler à toutes les échelles aussi, de la plus locale, que ce soit celle d'une ville, voire celle d'un établissement, bon, dans mon cadre, ou d'une communauté, à l'échelle régionale, nationale, européenne et internationale. Voilà. Et avec l'intelligence collective, encore une fois, le collectif, la pluralité, la diversité, je pense que c'est vraiment ce qui permet d'aller dans le bon sens et d'aller vite et d'aller loin. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Florent, pour ces éléments de réflexion qui sont hyper riches. Nous allons nous tourner vers Léna une nouvelle fois. Léna, est-ce que tu nous entends? Et est-ce qu'on peut t'entendre surtout? Ok, je suis là. Oui, c'est tout bon. Vas-y, c'est à toi. Merci beaucoup, Pauline, pour cette opportunité. Bon, je vais aller droit au but puisque vous m'avez déjà présenté. Donc, je représente la Global Student Forum. C'est la seule structure de gouvernance étudiant indépendant, démocratique et représentative au niveau mondial. Bon, elle a été créée par la All African Student Union, l'Association des étudiants du Commonwealth, l'Union des étudiants européens, le Bureau d'organisation des syndicats des étudiants des écoles européennes, l'Organisation continentale Latino-Americana y Carabina des étudiants et d'autres organisations et mouvements des étudiants nationaux. Alors, le JSF est dirigé par un comité de directeurs représentant ces membres que je viens de citer. Nous sommes au nombre de 7 à représenter nos différentes organisations. Le JSF est une plateforme qui permet aux organisations des étudiants d'échanger des idées, de pratiques et de tactiques
Et cela nous permet, en tant que mouvement des étudiants et militants locaux du monde entier, d'établir des relations et des réseaux avec des organisations qui partagent les mêmes idées telles que les enseignants et les syndicats. La GSF représente 183 unions des étudiants de 118 pays dans le monde. Pourquoi nous sommes ici aujourd'hui? Nous voulons amplifier les luttes des organisations et mouvements des étudiants à travers le monde, qu'il s'agisse des campagnes contre la hausse des coûts de l'éducation ou contre la violence dans nos institutions. Nous attirons l'attention globale sur les mouvements des étudiants qui sont confrontés à la répression politique, à la discrimination et à la brutalité policière. Nous voulons également renforcer les capacités des organisations des étudiants en organisant des sessions de formation et des échanges à travers lesquels nous pouvons apprendre les uns des autres et renforcer notre travail en tant que membre de GSF. L'objectif primordial est d'établir une culture qui assure le transfert durable des connaissances au sein des mouvements estudiantins afin que nous puissions combler les lacunes causées par nos dirigeants. Cette organisation est une plateforme permettant au mouvement des étudiants de travailler ensemble sur des questions d'intérêt commun. Nous facilitons aussi l'engagement des organisations des étudiants représentatifs et légitimes dans les cadres institutionnels des Nations Unies et de l'UNESCO en particulier. Personnellement, d'où je viens du Cameroun, mais je suis en Afrique du Sud pour le moment. L'organisation des étudiants est un grand défi et être une femme anglophone qui se bat pour le droit des étudiants est encore plus difficile. Dans mon pays, les organisations des étudiants sont considérées comme des agents de résistance et de perturbation de l'ordre public et de l'État. Mais j'ai essayé au cours des 4 dernières années de regrouper les étudiants de l'Afrique centrale pour faire partie d'ASSOU. J'ai hisé le drapeau de mon pays sur la plateforme ASSOU en 2016 au Soudan lorsque j'ai été élue vice-président, bien que cette organisation existe depuis 1972. En tant que membre de l'ASSOU, j'ai réalisé qu'il y avait les renforcements de capacités qui existaient au sein de cette organisation. J'ai donc pensé qu'il était temps d'amener des étudiants de mon pays et toute la région de l'Afrique centrale à rejoindre ASSOU. Mon objectif était d'amener au moins un étudiant de chaque pays à connaître l'ASSOU. Et les autres suivront son cours. Et c'est ce qui s'est également passé. J'ai utilisé parfois mes économies personnelles pour être en contact avec des étudiants dans ces pays. J'ai eu à utiliser mes frais de scolarité pour obtenir un billet d'avion pour ces courses. Ma fierté est d'avoir réussi à amener ces pays d'Afrique centrale à ASSOU et aujourd'hui dans l'espace global. Mon seul regret est d'avoir tenté sans succès d'avoir la Guinée équatoriale représentée à cause des problèmes de langue. Je n'ai pas pu. Mais cependant, moi, j'ai toujours eu un message pour les étudiants qu'il y a une meilleure façon d'exprimer nos doléances sans nécessairement être regardé comme un problème dans la société où l'on se trouve. Donc, c'est-à-dire une mobilisation pacifique des jeunes à travers le renforcement de capacités et des ateliers avec les leaders mondiaux est très important. Pour finir, aujourd'hui, je fais partie de ceux qui développent le GSF. Pour moi, c'est un grand réussite. Ce n'est pas facile pour moi, en tant que membre du comité d'ASSOU, de la GSF et aussi vice-président d'ASSOU, et puis
avec beaucoup de travail, les travaux qu'il a fait et aussi être étudiant en doctorat. Mais je pense qu'avec ce que nous avons fait et ce que nous faisons, les deux en valent la peine. Merci. Merci beaucoup, Léna. C'était super d'en apprendre davantage sur le Global Student Forum. Vous avez l'air de travailler dans de très nombreux pays et c'était super d'avoir un écho francophone non métropolitain. Merci beaucoup pour ton expérience, ton témoignage aujourd'hui. Et on serait ravis, comme pour toutes les organisations qui sont déjà ici avec nous, de vous accueillir à toutes les sessions futures du cercle qui aborderont ces différentes thématiques de jeunesse les unes après les autres. Merci beaucoup encore, Léna. Nous allons accueillir notre dernière intervenante, Jeanne, pour aujourd'hui. Stacy, est-ce que tu es avec nous? Oui, bonjour à toutes et à tous, je suis avec vous. Attends, je cherche ta vidéo, je ne te vois pas. Ça va arriver. Stacy, alors je te laisse intervenir peut-être avec Elsa, parce que je sais que toutes les deux, vous travaillez notamment sur ce projet Ta Voix compte. Mais voilà, tu as l'espace pour quelques minutes d'intervention comme prévu. On est impatient d'entendre ton témoignage. À toi. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Donc, je m'appelle Stacy Algrin, je suis toujours étudiante en politique environnementale à Sciences Po. Et il se trouve que, comme les 3 jeunes qui m'ont précédée, je suis engagée pour la lutte contre le changement climatique, mais également la biodiversité. Aujourd'hui, j'ai plusieurs engagements. Donc, avec mon média Penser l'après, une newsletter qui s'appelle La Corneille, et en effet, ce projet Ta Voix compte qui a été aujourd'hui lancé, orchestré par Ashoka et qui consiste à mobiliser les citoyens, notamment les plus jeunes, à l'occasion des élections présidentielles. Donc, 2022, ça va être encore une date très importante après l'échec des régionales et des départementales. Il va falloir se mobiliser. Un petit peu pour vous parler des actions et des outils d'engagement que j'utilise aujourd'hui, je dirais qu'il y a plusieurs piliers. Si je prends mon média et ma newsletter, j'utilise le journalisme, la communication pour essayer de sensibiliser sur ces questions qui sont fondamentales aujourd'hui, lutte contre le changement climatique, mais également la biodiversité, parce que je considère, et on est de plus en plus nombreux à le considérer, que c'est un petit peu les deux faces d'une même pièce. On a le climat d'un côté et de l'autre, on a la biodiversité. Donc, c'est des enjeux qui ne sont plus séparables, qu'il faut absolument considérer ensemble. Pourquoi est-ce qu'on utilise le journalisme? Eh bien, tout simplement parce que c'est des outils de communication de masse. On arrive à aujourd'hui transformer un petit message en une grosse campagne sur les réseaux sociaux grâce à la puissance de nos médias, grâce à la puissance d'outils comme Facebook, Instagram, Twitter. Donc ça, c'est un petit peu les outils de ma génération, mais que d'autres générations utilisent de mieux en mieux aussi. Et merci pour ça, d'essayer de toucher des publics de plus en plus larges. Avec Penser l'après, pour vous en dire un petit peu plus, donc c'est un média qui est aujourd'hui animé par une vingtaine de bénévoles, toutes et tous étudiants ou jeunes professionnels, sur des questions de transition, donc écologie, sociale et solidaire, parce qu'on ne parle pas uniquement d'écologie, j'ai vu que c'était mentionné tout à l'heure, mais cette lutte, cette convergence des luttes, c'est hyper important, parce qu'on ne peut pas parler d'écologie sans parler de féminisme, sans parler de lutte sociale. Aujourd'hui, tous les systèmes de destruction qu'on a mis en place sont en fait reliés par des intersections qu'il faut absolument mettre en avant. Et c'est ce qu'on essaye de faire avec des longues séries de webinaires. On essaye de donner la parole à des experts et des experts, des personnes engagées sur le terrain sur ces thématiques, et toujours en faisant le pont entre ces différentes luttes. Ce que j'essaye de faire également avec ma newsletter La Corneille sur la biodiversité, c'est d'utiliser un langage qui est accessible. Et c'est exactement ce que je fais dans Penser l'après, parce que si on va dans les médias mainstream, entre guillemets, on a toujours un langage qui est hyper technocratique, hyper compliqué. Et pour parler de causes qui nous touchent toutes et tous, je trouve ça assez contradictoire, parce que on utilise aujourd'hui un langage des élites, pour les élites, par les élites. Si on veut arriver à fédérer un maximum de citoyens et de citoyennes, il faut savoir leur parler et leur dire qu'eux aussi, ils ont leur mot à dire. Et pour ça, arrêter un petit peu de les regarder de haut en tant qu'experts et expertes sur nos plateaux télé.
Et donc voilà, j'essaie avec mon rôle de jeune étudiante, je ne suis pas une experte, ça c'est sûr, je ne suis pas une scientifique, mais j'essaye d'utiliser des mots qui vont peut-être toucher le cœur d'autres jeunes ou d'autres citoyens pour leur montrer qu'il faut s'engager. Et ça passe par l'éducation, la sensibilisation. Après, il y a un axe plus sur le terrain. J'ai pu, avec d'autres amis, faire partie d'une permanence devant l'Assemblée nationale dans le cadre du projet de loi climat et résilience. Donc, c'est une permanence qui a été à l'initiative de citoyens pour aérer un petit peu notre démocratie qui se cache un petit peu derrière ces grandes instances, derrière des grandes portes du Sénat, du Parlement européen, etc. Et faire comprendre que si la démocratie ne venait pas à nous, on ira à elle, il n'y a pas de souci. Donc, on s'est mis sur une petite place devant l'Assemblée nationale. Et donc, on a commencé à 7. Et au fil des jours, on a été de plus en plus nombreux. On était une cinquantaine parfois, avec des députés de presque tous les bords. Certains ne sont pas venus, mais bon, on s'y attendait, qui sont venus en tout cas échanger avec nous, essayer d'entendre nos préoccupations pour les défendre au mieux dans ces grandes instances, parce que c'est avant tout le rôle de ces élus de nous représenter, nous les gens, nous le peuple. Et parfois, peut-être qu'ils l'oublient sous la pression de gros lobbying, de grosses forces en présence économique. Donc, on a essayé de faire ça et ça a super bien marché parce que forcément, quand les citoyens et citoyennes se rendent compte qu'ils ont leur mot à dire dans toutes ces discussions qui peuvent sembler assez techniques, quand on leur dit que ces textes vont impacter leur vie du quotidien et que forcément, il faut aussi qu'ils puissent s'exprimer, ça déclenche un petit peu, je pense, quelque chose dans leur cerveau. Ils se disent « Ah oui, je peux vraiment parler avec mon député, c'est pas un mec là-bas dans son bureau. » En fait, ça change un petit peu la dynamique et ça redonne un sens, je pense, à ce qu'est la citoyenneté aujourd'hui. Parce que être citoyen, non, c'est pas aller mettre un vote dans une urne ou ne pas le faire d'ailleurs, parce qu'on voit qu'on est de plus en plus déçus par cette politique. C'est aussi aller secouer nos politiques et leur dire que c'est nous qui les avons mis là. C'est à eux maintenant de faire leur job et de prendre en compte notre bien-être et le bien commun. Parce que le bien commun aujourd'hui, ça va toutes et tous nous toucher parce que le changement climatique, malgré ce que peuvent dire certaines entreprises, il va tous affecter notre quotidien et même le business model de ces grandes corporations. Et donc, c'est ce qu'on a essayé de faire avec notre manifestation. Ça a été critiqué par certaines, parce que c'est parfois faire le jeu des institutions ou du système, comme on a pu nous dire. Mais je pense qu'en effet, il faut vraiment aller dans cette coordination des formes d'activisme. Parce que si à un moment donné, une forme d'activisme ne fonctionne pas, il n'y a pas de souci, on va planter les graines, on va commencer à lancer cette dynamique et peut-être que la prochaine action fonctionnera en fait. Et donc c'est essayer de se dire qu'on n'est pas en compétition, il n'y a pas du tout d'action ou de forme d'engagement qui est mieux qu'une autre, que c'est vraiment dans la complémentarité qu'on va réussir à changer le système. Et que c'est ça aussi qui est beau dans l'engagement et dans le militantisme aujourd'hui, c'est qu'on a toutes et tous des sensibilités qui sont assez différentes, des moyens de s'engager qui sont également différentes. Et il n'y a pas de hiérarchie à créer. Il n'y a vraiment pas, je pense, un système de valeurs qui va être au-dessus de l'autre et qu'aujourd'hui, on a besoin de la désobéissance civile pour aller montrer qu'on n'est plus d'accord avec ce système. On a besoin de personnes qui vont aller infiltrer le système pour le faire changer de l'intérieur si c'est possible. Et on a besoin de jeunes partout dans le monde comme ça qui créent un réseau fort parce que seul, on n'est rien. En tant qu'individu, moi, Stécie, je vais dans la rue avec ma pancarte, je suis absolument personne, je ne vais rien changer. C'est uniquement quand on arrive à se regrouper, quand on arrive à devenir un petit peu cette masse critique et qu'on arrive à déséquilibrer cette balance qui aujourd'hui penche beaucoup trop vers les considérations économiques, vers le pouvoir des puissants de ce monde, qu'on va réussir à faire bouger les choses. Donc je pense que c'est un petit peu le bilan de toutes ces actions, c'est que c'est ensemble qu'on fait changer les choses et que oui, il y a des obstacles, il y a des limites parce qu'on est jeune, qu'on paraît pas du tout légitime parfois pour s'exprimer, notamment quand on est une femme et qu'on se retrouve face à des personnes, des sachants comme j'aime bien les appeler. Mais il faut être sûr de soi, se dire qu'on a toutes et tous une petite part de la vérité, toutes et tous en nous, ce qu'il faut pour faire changer. Ça ne suffit pas, ça c'est sûr. En tant qu'individu, on ne va pas changer le monde. Mais on est une part de la solution et il ne faut pas l'oublier. Il y a des personnes qui aujourd'hui se bougent, qui ont une médiatisation qui est énorme et ça peut paraître un petit peu, je pense,
impressionnant. On se dit, moi, j'arriverai jamais à faire ce qu'elle fait ou ce qu'il fait. Je suis pas à la hauteur. Franchement, je suis nulle. Non, non, bah, il n'y a pas besoin forcément d'aller dans les médias. Il n'y a pas besoin d'être une Greta Thunberg qui arrive à s'exprimer à Davos devant les dirigeants du monde. Déjà, en parlant avec vos cercles les plus proches, en insérant le changement dans ce petit cercle autour de vous, c'est déjà super parce que après, c'est un petit peu ce facteur multiplicateur qui va faire que de cette personne à qui vous avez parlé, elle va en parler à son père, à son voisin, à son grand-père qui est un peu climato-sceptique. Et au fur et à mesure, ça va s'alimenter et c'est comme ça qu'on va réussir toutes et tous à faire changer le monde. Merci beaucoup, Stécie. Très inspirant. Merci beaucoup. Je ne sais pas si, Elsa, tu veux rajouter quelques éléments sur ta voix compte, notamment. Je te laisse la parole. Stécie, elle m'offre déjà merci beaucoup de ce partage à tous les quatre parce que c'est non seulement très inspirant, mais c'est aussi un sacré coup de pied aux fesses. Et moi, j'adore en recevoir le vendredi à l'approche du week-end en me disant voilà, je sais quel bouquin je vais aller lire, je sais dans quelle manifestation je vais emmener mes enfants aussi pour qu'ils s'imprègnent de ce changement-là. Et Stécie, elle m'offre une formidable transition parce que ce qui est important dans ce qui a été dit, moi je trouve, c'est vraiment le systémique en fait, l'impact systémique. C'est ce que dit aussi Stécie dans sa dernière intervention, le fait d'avoir son petit cercle, c'est qu'on ne se rend pas compte des impacts indirects que ça peut avoir effectivement de porter ce changement. Et il n'y a pas une façon de porter le changement, on a tous en nous effectivement, non pas quelque chose de Tennessee, hein, comme dirait Johnny Hallyday, mais plutôt vraiment une grande part du changement. Et ça, c'est capital de le dire. Il y a quelque chose, deux, trois petites choses sur lesquelles je voudrais revenir, puis après, je sais qu'on est pressé et qu'il faut qu'on fasse nos temps collectifs. La première chose, c'est l'importance du langage. Ça, c'est fondamental et je suis très heureuse d'entendre une étudiante de Sciences Po dire qu'il faut arrêter que ce soit élitiste. Ça, je trouve qu'il n'y a pas plus systémique finalement que cette prise de parole-là. Donc, merci Stécie de l'avoir souligné. La deuxième chose, c'est l'impact évidemment des médias. On sait qu'il y a des créations de représentations et que c'est ces représentations qui sont des prophéties autoréalisatrices. Donc, il faut arrêter aussi avec ces représentations qui ne sont pas la réalité en fait de ce qui se passe. Et pour effectivement intéresser la plupart des gens au sujet, il faut non pas leur parler leur langage, mais parler un langage commun que tout le monde peut percevoir pour éviter de siloter comme ça a été le cas depuis des années. Et le dernier point, c'est le point de la responsabilité. Ça aussi, je l'ai entendu auprès de vous quatre, la responsabilité que nous avons tous et la responsabilité collective. Moi, je viens d'une génération où en fait, on travaillait seul et c'est tellement enivrant de vous entendre voir qu'en fait, on s'est planté, quoi. La preuve en est, on s'est vraiment planté sur cette façon de fonctionner. Et moi, je suis très, très heureuse de remettre en question toutes nos pratiques, qu'elles soient managériales, qu'elles soient de compréhension des business aussi ou du corporate, comme le disait aussi Stécie, pour qu'on avance en collectif et qu'il n'y ait pas une personne qui émerge, mais que ce soit le poids de nos expertises respectives et de qui nous sommes aussi intrinsèquement et pas forcément de nos expertises. Qu'est-ce qui nous compose qui font qu'on arrive justement à impulser ce changement-là. C'est pour ça que nous avons décidé avec François de créer ce projet qui s'appelle Ta Voix Compte, dont Stécie a parlé et qui a pour but justement de rassembler aussi toutes les idées de la jeunesse, mais pas que les idées, les actions déjà opérantes de la jeunesse pour faire ce que disait Stécie, aller secouer les politiques pour leur dire justement voilà ce qui existe déjà. Ce ne sont pas des utopies, on les a déjà mises en place. Servez-vous-en pour les inclure dans vos programmes pour après cranter et non pas que ce soit que des idées dans des programmes, mais surtout que ce soit des actions très concrètes qui soient mises en place et que la jeunesse ait une place, comme le disait Florent, pas la place, mais en tout cas une place qui lui soit dédiée plutôt que déviée et faire en sorte qu'il n'y ait pas cette hiérarchisation entre les jeunes, les vieux, les blancs, les jaunes, les femmes, les hommes, etc., mais qu'on soit tous sur un pied d'égalité, ce qui ne veut pas dire qu'on a tous le même niveau de responsabilité. C'est ça aussi qui va être différent. En revanche, pour proposer des idées, c'est fondamental que les jeunes soient entendus et je ne remercierai jamais assez François et le CRI tout dans sa grande entièreté de participer activement à ce projet Ta Voix Compte qui, j'espère, sera très opérant sur les élections présidentielles de 2022. Merci beaucoup, Elsa, pour ce récapitulatif de ces interventions et ces nouveaux éléments sur Ta Voix Compte. On va continuer la session parce qu'on a encore quelques intervenants, plus une discussion en plus petit groupe sur les 35 minutes qu'il nous reste. J'ai le plaisir maintenant, j'espère que vous pouvez voir
mon écran, de vous présenter Margot, Vanina et Goulafia, qui sont toutes les trois représentatrices de la ville de Paris. Margot étant la chef de cabinet de Dominique Versini, adjointe à la maire de Paris en charge des droits de l'enfant et de la protection de l'enfance. Vanina, chargée de mission des droits de l'enfant à la ville de Paris, bien sûr. Et Goulafia, qui va aussi venir illustrer et concrétiser peut-être les propos de Vanina en tant que jeune volontaire au sein de cette même mission des droits de l'enfant. Place qu'elle a occupée déjà depuis 6 mois, je crois. Pour les 10 prochaines minutes, Margot, Vanina, Goulafia, c'est à vous. Bonjour à toutes et tous, je vais introduire et puis je laisserai évidemment Vanina et Goulafia vous présenter tout ce qu'elles ont à vous dire. Merci infiniment le CRI pour la poursuite de vos initiatives et voilà, les réseaux de partage que vous nous permettez de créer à travers le monde pour les enfants, pour la jeunesse. Vous le savez, ça compte beaucoup pour la ville de Paris. La maire Anne Hidalgo et Dominique Versini portent depuis ce nouveau mandat des engagements forts en la matière. Ça fait vraiment partie de nos convictions profondes, laisser la place aux enfants, laisser la place aux jeunes également, ou un peu plus grands, mais qui ont quand même une parole qui compte dans la société d'aujourd'hui, dans celle de demain. Donc, on est très heureux d'être avec vous pour ces échanges. Merci beaucoup à Florent, Julie, Léna, Stécie, vos engagements, votre mobilisation pour votre génération, la suivante. La précédente aussi, d'une certaine manière, nous oblige et renforce encore plus la conviction qu'à Paris de faire toujours plus pour les droits de tous les enfants. Vanina et Goulafia vont pouvoir en parler. Paris est porteuse depuis quelques mois maintenant de ses engagements et de ses convictions à travers la mission droits de l'enfant, à travers d'autres dispositifs qu'on est en train de créer, qui existent déjà, qu'on renforce. Voilà, c'est extrêmement important pour nous et merci de nouveau à toutes et tous pour la richesse de vos engagements. Je vais laisser la parole à Vanina et Goulafia, que je remercie de nouveau aussi de participer à ces échanges et de vous présenter leurs travaux. Merci Margot. Bonjour à toutes et à tous. J'avais préparé une petite présentation, mais qui est un peu trop institutionnelle. Je crois que je vais peut-être m'en passer. En plus, on a voilà, le temps a filé vite. Voilà, moi, je vais vous présenter en quelques lignes, en fait, de manière un peu plus concrète, la mission droits de l'enfant dont je suis responsable, qui a été créée l'été dernier. À la nouvelle mandature, comme Margot l'a dit, effectivement, il y a un nouvel engagement vraiment très, très fort de la municipalité parisienne en faveur des droits de l'enfant. C'est la première fois qu'un maire adjoint est en charge proprement du sujet. Et on peut faire confiance à Dominique Versini pour mener ça, voilà, pour déplacer des montagnes, pour faire avancer ces sujets comme elle l'a toujours fait sur tous les sujets dont elle avait la charge. Donc sa nomination voilà, à la tête de cette délégation protection de l'enfance et droits de l'enfant a entraîné donc, la création de la mission que je dirige aujourd'hui et qui a vraiment vocation très largement à développer une vraie culture des droits de l'enfant à Paris, à remettre ce sujet vraiment au cœur de la plupart des discussions et de l'élaboration de toutes les politiques publiques qui finalement, à des échelles diverses, concernent toujours les enfants. Une de nos actions phares et celle qu'on a vraiment commencé à mettre en œuvre cette année, c'est d'aller à la rencontre des enfants pour les sensibiliser à leurs droits en créant des ateliers qui sont adaptés à leurs âges et au cadre d'intervention. L'idée, c'est que vraiment, on puisse aller à leur rencontre dans tous les établissements qu'ils fréquentent pour voilà, les sensibiliser à leurs droits et échanger avec eux aussi et avoir un peu une vision de leur propre représentation. C'est très, très enrichissant. On se rend compte que voilà, les discussions peuvent être… quand on parle des droits de l'enfant, ça recoupe à peu près tous les sujets de la société en réalité. Hein. Et cette mission, elle est à la fois une vraie action de prévention quand on parle voilà, des violences ou des dangers que peuvent courir les enfants, mais c'est aussi voilà, une action de développement de la citoyenneté. Et voilà, on est dans le cadre d'un cercle de Youth Empowerment. Moi, je le vois vraiment comme ça. Cette mission, il s'agit c'est de l'empowerment des enfants. On n'est pas seul sur le sujet, ils abordent leurs droits à l'école, dans plein d'autres environnements. L'idée, c'est de venir en complément et de semer des petites graines. Hein. On sait qu'on ne va pas en faire des spécialistes en 1 heure ou 2 d'atelier avec eux, mais l'idée, c'est voilà, de semer des petites graines pour que ces enfants se rendent compte qu'on porte le sujet de leurs droits et qu'eux-mêmes se l'approprient et sachent qu'ils peuvent eux-mêmes
développer voilà, des actions ou des manières d'approcher les choses pour faire eux-mêmes avancer leurs droits. Donc, ces actions de sensibilisation auprès des enfants, elles sont mises en œuvre par des jeunes en service civique. L'idée, c'est que c'est pas tout à fait du travail entre pairs, mais presque. Les jeunes en service civique, qui sont des jeunes qui ont entre 18 et 25 ans, sont quand même plus proches des enfants et déplacent un tout petit peu l'échange qu'on peut avoir avec eux quand on est un adulte référent, leurs profs, leurs parents, voilà, des éducateurs. Donc, ça peut nouer des liens vraiment intéressants et engager des discussions qui peuvent être un peu plus ouvertes peut-être et un peu plus franches aussi, en fait, avec ces jeunes qui se mettent plus facilement au niveau des enfants pour échanger avec eux. On a, au tout début de l'année, avant de lancer vraiment nos actions, enfin de l'année scolaire, donc en automne dernier, on a, avant de lancer nos actions de sensibilisation, organisé une grande consultation des enfants parisiens. On a rassemblé 170 enfants qui étaient âgés entre 8 et 15 ans. On les a rassemblés, on leur a fait une sensibilisation à leurs droits et on les a accompagnés avec des experts dans la réflexion et l'écriture de propositions pour mieux défendre leurs droits à Paris. Et ça, voilà, ça a donné la Charte parisienne des droits de l'enfant. Je vais vous mettre un lien dans le chat pour que vous puissiez en prendre connaissance. Et cette charte, on la présente à tous les enfants qu'on rencontre dans le cadre de nos actions de sensibilisation. Et puis, c'est surtout désormais une feuille de route pour la municipalité. Elle a été signée par Anne Hidalgo le 20 novembre dernier, Journée internationale des droits de l'enfant. Et elle représente une série d'engagements que la municipalité va progressivement mettre en œuvre au cours de la mandature, et notamment deux axes vraiment très importants en fait, qui sont ressortis dans cette charte. C'est leur désir de participation à toutes les décisions qui les concernent. Un conseil parisien des enfants va être mis en place. Ah, merci Margot pour le lien. Un conseil parisien des enfants va être créé à Paris pour vraiment participer aux décisions de la municipalité et à l'élaboration des politiques publiques. Il y a déjà un certain nombre de choses faites par la ville. On parle beaucoup de l'engagement climat. L'Académie du climat qui va ouvrir ses portes en septembre à la ville de Paris. Elle est pensée pour et par les jeunes. Sa construction même a déjà associé les jeunes en fait, pour penser ce lieu et cette institution vraiment en fonction de leurs désirs. Et on parlait beaucoup de socle de connaissances communs, de former, de donner les clés à la jeunesse pour agir. C'est exactement le but notamment de l'Académie du climat et également de la mission droits de l'enfant que je dirige. L'idée, on sait que voilà, un enfant informé est un enfant mieux protégé et est un enfant en capacité de devenir un citoyen voilà, épanoui et éclairé. C'est pour ça que je trouve que voilà, l'empowerment des enfants, c'est vraiment une ligne très, très forte en fait, de cette mission. Ils avaient aussi manifesté beaucoup dans cette charte leur désir d'être mieux protégés, et ça, c'est un axe très, très important de notre action et de l'action de Dominique Persini qui a, à la suite de cette charte et de la parole des enfants, coordonné énormément de groupes de travail pour développer avec 250 partenaires institutionnels et associatifs un grand plan de lutte contre les violences faites aux enfants, voilà, qui a été signé qui a été voté à l'unanimité du Conseil de Paris début juin et qui engage désormais également toute la municipalité et tous les partenaires qui se sont engagés dans ce travail à mettre en œuvre des actions très concrètes voilà, pour mieux protéger les enfants. Ce sont des petits exemples de la prise en compte de la parole des enfants et de la volonté de la ville d'être beaucoup au plus près des représentations et des préoccupations des enfants, de réussir à améliorer constamment nos actions en fonction de leur retour et de nos échanges avec eux, et de les associer vraiment fortement à la construction de nos politiques. Et voilà, on a sans doute encore des progrès à faire en termes pour rendre tout ça concret, pour pas que ce soit uniquement de l'affichage. Et c'est évidemment notre volonté, c'est de rendre vraiment cette participation effective. Ce sont des choses qu'il va falloir qu'on apprenne parce que effectivement, le pouvoir politique jusque-là n'a pas eu vraiment l'habitude de travailler comme ça. Donc la co-construction et la vraie association adultes-enfants, jeunes, de manière horizontale, comme disait Florent tout à l'heure, c'est une idée très importante pour nous et c'est ce qu'on va essayer de mettre en œuvre dans les prochaines années. Et donc, j'ai accueilli donc, à la mission Droits de l'enfant cette année une équipe de jeunes volontaires. Ils seront encore plus nombreux à la rentrée prochaine et dont
Gulafia, j'espère, elle est partie de Paris, elle est dans un coin dont elle me disait qu'elle ne savait pas si la connexion était très stable. Gulafia, qui était une de nos jeunes volontaires des droits cette année, qui est allée au contact des enfants pendant plusieurs mois, qui a animé des ateliers avec eux et qui pouvait dire quelques mots de à la fois son engagement en tant que jeune volontaire des droits pour les enfants et de ce qu'elle a pu vivre au contact des enfants pendant toutes ces actions sur le terrain ces derniers mois. Donc voilà, je vais la laisser témoigner. Gulafia. Merci beaucoup Vanina. Donc bonjour à toutes et à tous. Je voudrais d'abord vous remercier de m'avoir invité à participer à cette assemblée, à prendre la parole. Donc ça me fait beaucoup plaisir de me compter parmi vous aujourd'hui. Donc voilà, je vais me présenter. Je m'appelle Gulafia Chataeva, j'ai 25 ans et je faisais partie de l'équipe des jeunes volontaires des droits de l'enfant cette année. Donc voilà, avant de m'engager dans cette mission, j'étais en recherche d'un volontariat dans l'humanitaire ou dans le social qui serait en lien avec mes études en sciences politiques et qui correspondrait à mes compétences. Et compte tenu du contexte sanitaire, je souhaitais consacrer mon temps à quelque chose qui aurait du sens, et c'est là en parallèle de mes études. Et lorsque j'ai appris qu'il y avait une telle mission, j'ai immédiatement décidé de m'y lancer. Et déjà parce que parmi tous les services civiques proposés, celle-ci m'a paru un peu hors du commun, on va dire, et qui présentait un vrai défi pour moi. Et parce que déjà, je n'ai jamais été scolarisée en France, et je ne connaissais pas ni le système d'enseignement français, ni les méthodes d'enseignement. Et là, je me suis dit, il y a de nouveaux horizons à découvrir. Et je ne suis pas trompée. Ces 8 mois, en fait, de la mission, ils m'ont totalement transformée. Pour moi, le bilan, elle était positif à 100%. Et j'ai renforcé mes compétences professionnelles. J'ai acquis de la confiance en moi, du fait qu'il fallait s'adapter constamment à des contextes assez différents, ce qui nécessite une grande force de caractère, je pense. Et pour être à la hauteur de notre tâche, on devait non seulement parler aux enfants de leurs droits, mais aussi répondre à toutes leurs questions qui étaient parfois assez poussées, à vrai dire, et qui nous mettaient assez souvent en difficulté. Par exemple, l'une des questions les plus marquantes, on va dire, c'était pourquoi on ne fait rien pour sauver les enfants ouïghours détenus dans les orphelinats. Et là, on était waouh, quoi, c'était assez stimulant. Donc, oui. On devait s'informer quotidiennement de tout ce qui se passe dans le monde. Ouais, c'était très intéressant. Donc, j'ai également constaté un changement important du côté humain. Lors des consultations, je me sentais vraiment utile car j'ai contribué à un projet qui allait changer le destin des enfants et qui vont bientôt devenir eux-mêmes les acteurs qui vont façonner le monde de demain. Et voilà, je crois de tout mon cœur en cette mission et je pense qu'elle a du potentiel important. Donc voilà, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Gulafia, Vanina et Margot. C'était super d'en connaître davantage sur cette position de leadership qu'a pris la ville de Paris sur ces sujets. Et c'était super d'avoir une meilleure idée sur les projets concrets mis en place au niveau institutionnel, au niveau de la part de la ville de Paris. On est plus ou moins à l'heure, on va dire. On a 21 minutes, dont 20 minutes de discussion en petits groupes. Vous allez être entre les mains de Elsa et Inès, François et Marine, Olivier et Edward pour les 4 différentes breakout rooms qui vont se créer maintenant. Et je prendrai 1 minute de votre temps quand vous serez de retour dans la salle principale pour vous donner les prochaines étapes. Et ensuite, vous souhaitez un bon week-end. Je vous envoie dans les breakout rooms. Juste un petit mot sur ces discussions. On va se retrouver en petits groupes donc pendant une vingtaine de minutes qui nous restent avec... Ne le suivez pas à la lettre, laissez la conversation aller où elle va, mais l'idée, c'est vraiment
d'établir ensemble une sorte de panorama, comme je vous le disais, de solutions. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place à l'échelle d'une ville pour que les jeunes soient mieux associés à la prise de décision publique? Il semble qu'il y ait plein de succès déjà surlignés par nos intervenants, mais quelles autres solutions ou quelles solutions existantes pouvons-nous encore venir optimiser au niveau d'une ville? Quels sont les défis et les obstacles à l'activisme efficace des jeunes? Et enfin, peut-être, si vous avez le temps dans vos salles respectives, un petit mot sur l'inclusion, l'inclusivité, comment inclure et mobiliser les jeunesses qui, jusqu'à maintenant, sont plutôt restées exclues de ces systèmes d'engagement. Voilà, je vous dis à dans 20 minutes pour la conclusion et profitez bien de ces conversations en plus petits groupes. Léo, Stacy, Léna, vous avez eu un petit pop-up pour les rooms? Oui, mais moi je reste là, non? Tu peux y aller parce que je peux rester du coup. Donc tu peux participer à la conversation. Merci Léo. Léna, est-ce que tu souhaites rejoindre une des salles ou est-ce que tu dois nous quitter? Je ne sais plus. Je crois que tu avais mentionné que tu ne pouvais pas rester. Et je vois aussi que Charles n'a pas rejoint sa salle. Dis-moi Charles si tu as des problèmes techniques et si je peux aider. Et je ne te vois pas. Ton écran est noir.
Bienvenue à nouveau tout le monde. J'attends juste que tout le monde soit bien de retour. Je crois que quelques-uns ne le sont pas encore. Ah si, je crois qu'on a tout le monde. J'espère que les conversations ont été riches. On doit sacrifier pour des questions de temps ce petit temps de restitution qu'on avait prévu dans l'agenda initial. Dans tous les cas, nous avons pris des notes de toutes vos contributions aujourd'hui et bien sûr, nous vous en ferons part en début de semaine prochaine. Comme prévu et comme promis, je vous prends 1 minute de plus pour vous parler des quelques mini prochaines étapes du cercle. J'espère que vous pouvez voir mon écran. Donc, de notre côté, Learning Planet, nous allons faire la synthèse de toutes ces discussions et ce qui va servir à l'affinement de l'agenda du cercle, notamment à construire les agendas des prochaines sessions qui se veulent régulières. Je voulais en profiter aussi pour vous dire qu'il y a un dossier Drive partagé qui est ouvert à toutes et à tous participants au cercle. Inès, comme discuté, si tu peux mettre ces trois liens dans le chat, mais de toute façon, on revient vers vous par email aussi avec ces liens. Il y a une page projet qui est dédiée. Donc, la page projet, c'est la plateforme projet, c'est cette plateforme qui a été créée par le CRI qui permet d'indexer, de répertorier tous les projets qui se passent au sein de la communauté et vous pouvez retrouver toutes les informations du cercle sur cette page. Et enfin, nous avons aussi commencé à travailler sur un répertoire. Les conversations étant tellement riches, les organisations étant tellement nombreuses, on a commencé à travailler sur un répertoire des organisations, des initiatives et des ressources qui sont mentionnées et qui apparaissent au sein de nos conversations au niveau du cercle auquel vous pouvez toujours faire référence pour retrouver toutes ces organisations et ces initiatives. La prochaine session thématique, on la prévoit vers septembre. Bien sûr, ça reste à confirmer et on vous tient au courant là-dessus, mais vous êtes bien sûr de nouveau tous les bienvenus, peut-être avec de nouvelles interventions de votre part pour le prochain thème. Merci beaucoup à toutes et à tous pour votre temps aujourd'hui. Très bon week-end et on revient vers vous très, très prochainement. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde. Merci à vous. Au revoir, merci. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, au revoir. Merci, au revoir. À bientôt, au revoir. Au revoir.